Ça va, Yetman Eiffel. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'était en effet le 27 décembre 1923. Il y a donc tout juste 100 ans que votre aïeul, Gustave Eiffel, nous quittait. Vous êtes donc son arrière-petit-fils, 3 fois Absolument. arrière, et donc vice-président de l'association des descendants de Gustave Eiffel. Ça fait quoi d'abord d'avoir un ancêtre aussi célèbre dont quasiment tout le monde connaît le nom? Alors, ça peut être un poids. Je pense que pour les premiers descendants, c'était assez dur de porter ce nom quand même. Quoi qu'on fasse, on est comparé à Gustave Eiffel. Nous, on est plusieurs générations plus tard, donc on voit ça qu'on est plus détendu. Mais en tout cas, ça met un peu de pression, en tout cas d'inspiration pour ce qu'on fait dans la vie. Une pression aussi pour votre association, parce que le but vraiment, c'est maintenant de défendre son héritage. Tout à fait. Donc, on a été créé en 1995. On regroupe la majorité des descendants de Gustave Eiffel et on défend donc sa mémoire et aussi ses ouvrages, puisqu'il y a beaucoup de ponts, d'ouvrages qui disparaissent encore aujourd'hui, malheureusement. Alors c'est ça qui est étonnant, c'est qu'effectivement tout le monde connaît la Tour Eiffel, mais Gustave Eiffel, il a fait plein d'autres choses, et notamment il avait commencé par les ponts. Absolument. Donc, Eiffel a construit des centaines de ponts dans le monde entier. C'est sa spécialité. Et parfois des très grands ponts, comme le pont Maria Pia à Porto, qui fait une large de 160 mètres au-dessus de Douro, ou le viaduc de Garabi, qui fait 700 mètres de long, qui est 120 mètres au-dessus de la Truyère. Donc, c'est des ouvrages incroyables. C'est grâce à ces ouvrages qu'il a pu faire la Tour Eiffel ensuite. Et justement, il y a aussi un autre monument emblématique, forcément, que là tout le monde connaît. On ne pense pas forcément à Gustave Eiffel quand on parle de la Statue de la Liberté. Il a eu un rôle important dans sa construction. C'est quand même assez incroyable d'être à la source de deux des monuments les plus iconiques de la planète. Donc la Tour Eiffel, mais la structure interne de la Statue de la Liberté, c'est Gustave Eiffel. Et sans elle, la statue ne tiendrait pas. Donc c'est un rôle aussi qui est très important. Alors il y a 500 constructions à peu près qui ont été réfférencées dans le monde, signées Gustave Eiffel. Plus grand, parce qu'il y a aussi des ponts portatifs. Là, il y en a encore plus dans le monde entier. Encore plus. Tout à fait. Vous avez un préféré là-dedans? Alors, j'ai une préférence pour l'observatoire de Nice, qui n'est pas le plus grand, mais qui est toujours dans Gustave Eiffel. Il y a toujours le petit truc technique en plus. Et l'observatoire de Nice, il y a une coupole de 100 000 kilos et qui repose sur un flotteur annulaire, en fait. Et donc, cette énorme coupole flotte sur un liquide. Et donc, on peut la faire tourner avec une toute petite manivelle. Donc, il y a toujours des solutions pratiques comme ça dans tout ce que fait Gustave Eiffel. C'est vraiment toujours très intéressant. Qu'est-ce qu'il avait justement de plus par rapport à tous les autres ingénieurs de son époque? Pourquoi son style reste encore aujourd'hui inimitable? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de raisons, mais pour faire simple, il a un système d'organisation qui est très poussé, toujours à la pointe de la technique. Il dépose lui-même beaucoup de brevets. Il s'entoure de très bons techniciens, d'ingénieurs qui restent avec lui tout au long de sa carrière. Il veut toujours chercher de nouvelles techniques? Absolument, toujours à la pointe du progrès. Et puis il y a la standardisation aussi, c'est quelqu'un qui commence à trouver des nouvelles techniques, et notamment la standardisation des pièces, puisque tous ces ouvrages sont préfabriqués dans ces usines de Levallois-Perret, ensuite mis en caisse et envoyés dans le monde entier, où elles sont remontées comme des grands mécanos. Ça, c'est un des grands principes de Gustave Eiffel. Alors intéressons-nous à la Tour Eiffel, on en a parlé encore dans le journal, avec effectivement ce son et lumière qui a été réalisé sur cette Tour Eiffel, 300 mètres de haut. Elle vient de où cette idée? Comment tout de suite il va se dire on va faire une tour de plus de 300 mètres de haut en plein Paris? Alors ça, c'est un des sujets qu'on aborde dans l'exposition, c'est que Gustave Eiffel n'est pas venu un jour en disant tiens, on va faire une tour de 300 mètres, ça serait sympa. Non, c'est une idée qui c'est un peu plus long à venir. C'est une idée qui a commencé en fait au début du 19e siècle, en 1832 très exactement. Il y a un ingénieur qui a dit maintenant que les nouvelles techniques de la révolution industrielle, on va pouvoir monter beaucoup plus haut qu'avant, que les 150 mètres grosso modo des monuments de la pyramide de Khéops ou des cathédrales. Il va faire 2 fois plus. Voilà, on va doubler, on va atteindre 1000 pieds de haut, donc ce qui fait à peu près 300 mètres. Et il y a eu plusieurs projets donc, tout au long du 19e siècle qui essaient de s'approcher de cette hauteur, mais qui n'y arrivent pas. Et puis c'est enfin en 89 que Gustave Eiffel va être le premier à relever le défi. Donc c'est d'abord une grande prouesse technologique. Absolument. Technique aussi, Absolument. Effectivement. Il paraît que Gustave Eiffel avait un appartement privé au premier étage de la tour. C'est vrai, ça fait partie des mythes ou pas? Dans la convention qui est signée avec la mairie de Paris, c'est bien stipulé que le 3e étage aura un appartement réservé à Gustave Eiffel. Il y reçoit tous les grands de ce monde. Et puis c'est aussi un laboratoire, puisque Gustave Eiffel utilise la tour Eiffel comme un laboratoire pour ses expériences, pour ses recherches. Donc c'est un lieu de travail aussi également. La tour Eiffel, elle est emblématique aujourd'hui évidemment de Paris, de la France. Tout le monde la connaît dans le monde. Et pourtant, à l'époque, c'est extrêmement décrié ce projet. Tout à fait. Donc, c'est très intéressant de se dire voilà, que c'est devenu une évidence pour nous, mais c'est tout le contraire. En fait, il y a vraiment eu 1000 batailles que Gustave Eiffel a dû mener pour convaincre les pouvoirs publics, lutter contre les opposants et puis bien sûr la construire. Donc ça a été très compliqué. Il y a eu les plus grands artistes étaient contre. Ils ont signé des pétitions pour essayer d'arrêter la construction. Après la construction, il y a des comités qui ont essayé de la détruire. La destruction. Et donc, elle devait être détruite. Elle devait être détruite. Oui, elle devait être détruite, mais il y a des gens qui essaient de la détruire même avant la fin de la concession. Et ce qui va sauver la Tour Eiffel, c'est les recherches que Gustave Eiffel y mène, les recherches scientifiques, et puis la TSF qui va sponsoriser. Il va faire venir le capitaine Ferrier, qui développe la TSF pour l'armée, mais qui n'a pas de financement de ses supérieurs hiérarchiques. Il va tout financer de sa poche, l'installe, et grâce à ça, la TSF se développe, et la tour devient hautement stratégique,
plus qu'une raison de la détruire maintenant. Donc c'est vraiment l'audiovisuel qui a un petit peu sauvé la Tour Eiffel quand même. D'abord La radio, bien sûr, d'abord. Mais c'est vrai que dès 1937, il y a les premiers essais de télévision depuis la Tour Eiffel aussi, donc c'est vraiment ça qui va sauver la tour. Vous parliez d'un mot des ponts, certains qui sont menacés, effectivement. Aujourd'hui, on veut détruire certains ouvrages de Gustave Eiffel. Alors c'est compliqué quand on a des très grandes structures, tant qu'elles sont utilisées, par exemple le pont de Garabie, le viaduc de Garabie est toujours utilisé aujourd'hui, mais si la ligne devait s'arrêter, il y a des discussions autour de ça, là on se pose la question, même si le monument est classé, même s'il est très important dans l'histoire de l'architecture et de l'ingénierie, qu'est-ce qu'on en fait? Ça coûte quand même très cher de garder ces ponts en état. Et on a le cas notamment à Porto, où le pont Maria Pia n'est plus utilisé depuis la fin des années 90 et son état se dégrade. On est très inquiet, donc on fait tout ce qu'on peut. Là, vous arrivez à vous mobiliser. Il faut essayer de retrouver de nouvelles utilisations pour ces ouvrages. C'est la meilleure manière de les sauver. C'est ce qu'on fait à Bordeaux, où ce qu'on appelle aujourd'hui la passerelle Saint-Jean, qui est un pont de Gustave Eiffel, devait être détruite. On l'a fait classer. C'est grâce à votre association. Absolument, puis grâce au soutien de l'UNESCO aussi. Et maintenant, on se bat pour trouver une utilisation, notamment en circulation douce, pour Bordeaux, pour que ça justifie sa pérennité. En mars dernier, juste d'un mot pour finir, vous avez déposé une demande de panthéonisation de votre aïeul Gustave Eiffel. On en est où? Est-ce que ça a une chance de voir le jour? C'est un long processus. C'était le moment de le faire cette année du centenaire. Et ça nous paraît très important par rapport à l'œuvre de Gustave Eiffel, mais aussi tous les bâtisseurs, les constructeurs, les ingénieurs qui ne sont pas du tout représentés ou très très peu au Panthéon. Oui. Donc voilà, c'est un combat qu'on a commencé. On ne va pas le terminer. Si ce n'est pas cette année, on va continuer à défendre l'idée. On espère que dans quelques années, voilà, il sera honoré de cette manière. Effectivement, c'est un nom de toute façon qui restera pour toujours dans l'histoire de France. Merci beaucoup, Samayet Maneffet. Je rappelle votre exposition Eiffel toujours plus haut, c'est à voir jusqu'au 7 janvier. Donc on se dépêche, il reste quelques jours. C'est sur le parvis justement de la Tour Eiffel à Paris. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous.